Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ces petites minutes de retard. Je me présente rapidement. Donc, je suis Virginie Brun, je suis chef de projet du réseau Défi et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire proposé par la cellule d'animation nationale du réseau Défi, qui est en fait le premier épisode d'une série de webinaires de présentation des travaux et des résultats du réseau Défi, donc on vous propose et qui s'étendra sur plusieurs mois, tout cet automne et le printemps prochain. Avant de démarrer, je voulais vous dire deux mots sur le réseau Défi, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore bien ce réseau. Donc le réseau Défi est un dispositif multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecophyto pour accompagner donc des agriculteurs et des agricultrices dans leur démarche de réduction d'usage des produits phytosanitaires et de changement pratique d'une manière plus générale. Il est à ce jour donc composé de 2000 exploitants agricoles volontaires qui se sont engagés à mettre en place des pratiques et des techniques agricoles sur leur exploitation dans un objectif de réduction d'usage des produits phytosanitaires, et également composé de 41 projets d'expérimentation dont l'objectif est de tester et d'évaluer des systèmes agricoles innovants qui utilisent les produits phytosanitaires en ultime recours. Donc le dispositif, pour que vous le sachiez, est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Il couvre l'ensemble des filières de production végétale et il rassemble les principaux acteurs de la recherche et développement en agriculture. Voilà, pour les citer rapidement, donc le réseau des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques agricoles et les organismes de recherche, INRAE, CIRAD, etc. Alors, l'objectif du réseau Défi, avant de rentrer dans le vif du sujet, est double. Donc, comme je disais, c'est accompagner des agriculteurs et des agricultrices dans leur projet de réduction d'usage des produits phytosanitaires grâce à un réseau de conseillers expérimentés, donc qu'on appelle ingénieurs réseau et que vous allez apprendre à connaître aujourd'hui. Et autre objectif, produire des connaissances et des références appropriables sur les pratiques et les systèmes agricoles à bas niveau d'usage en produits phytosanitaires. Ceci afin de les diffuser au plus grand nombre et de contribuer activement à la massification du changement de pratique des agriculteurs à l'échelle de la ferme France. Donc pour cela, en fait, on a deux façons de faire dans le réseau. Donc à partir de cas concrets et de témoignages des acteurs du réseau, donc des agriculteurs et des expérimentateurs, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, ou en nous appuyant sur des travaux et des analyses effectuées à partir des données techniques agronomiques que l'on collecte sur les fermes et les sites d'expérimentation du réseau. Voilà, de type pratique culturale, stratégie de gestion des bioagresseurs, vous en aurez peut-être quelques exemples aujourd'hui. Je ne vais pas développer plus que ça. Vous avez dans le chat, en principe, le lien vers notre site internet où vous trouverez plus d'informations à la fois sur les objectifs du réseau et sur la méthode globale d'accompagnement proposée dans le cadre du réseau Défi. Vous trouverez aussi et surtout l'ensemble des documents et des ressources produites par les acteurs du réseau, et en particulier notre dernière publication sortie donc au printemps dernier à l'occasion des 10 ans du réseau, donc qui revient un peu sur 10 années de résultats. Je vous souhaite un bon webinaire. Je remercie Monsieur Baudouin et nos deux ingénieurs réseau qui vont apporter leur témoignage aujourd'hui. Et je laisse la main donc à Mathieu Baviard de la CAN, de la cellule d'animation nationale, pour introduire la thématique de ce premier épisode. Merci Virginie. Bonjour, je suis Mathieu Baviard, je suis chargé de la coordination et de la valorisation un petit peu à l'échelle nationale du réseau en grande culture et en polyculture élevage, ce qui est la filière finalement à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Juste avant d'entrer dans le webinaire, quelques petits points techniques. Le premier, c'est que vous pouvez bien sûr poser vos questions pendant les présentations de nos intervenants, juste en utilisant la rubrique Q&R qui est normalement en haut de votre écran. On aura après chaque présentation un petit temps de discussion et d'échange, donc où nos présentateurs, présentatrices pourront répondre à vos questions. Deuxième point, c'est juste pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Il est enregistré et sera rediffusé normalement si vous êtes inscrit via le formulaire d'inscription. Vous recevrez le lien de rediffusion. Directement pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, on va laisser la parole à Salomé. Salomé, je crois que tu animes un groupe tu es ingénieur réseau à la Fédération des CIVAM du Limousin et tu animes un groupe d'agriculteurs et agricultrices qui a, je crois, fait le pari de construire des échanges entre agriculture biologique et agriculteurs conventionnels.
Donc, pour retrouver la totalité de vos travaux et la totalité de vos résultats, on vous met en lien la page web qui est rédigée et mise à jour par Salomé. Mais surtout, là, je vais te laisser la parole pour partager tes résultats sur le déprimage des céréales. Et je vais juste partager moi-même ta présentation parce qu'on a un petit souci technique. C'est bon, tu arrives à prendre la parole, Salomé? Ouais, vous m'entendez? Magnifique. Et je vais partager ta présentation. Nickel. Voilà. C'est bon, tu la vois? Nickel, je la Eh ben, vois. tu me diras quand tu as besoin de passer les slides. Ok, super, merci beaucoup. Donc bonjour, moi j'anime un groupe défi qui est au niveau de l'ex-région Limousin, mais qui est principalement centré sur la Haute-Vienne. Donc c'est des systèmes surtout en polyculture élevage. Après on a quand même des personnes qui font que des cultures. Mais voilà, c'est important à savoir pour le contexte. La plupart sont en bio. Il y a 2 conventionnels dans le groupe. Donc, je ferai un petit point aussi vers la fin sur ce que ça permet en termes de réduction des phytos, la pratique présentée. Donc, la pratique que je vais présenter aujourd'hui, c'est le déprimage des céréales par les génisses. Ça émerge d'essais qui ont été mis en place au sein du groupe. Et en 2019, on avait fait une première rencontre sur cette thématique-là. Donc, l'objectif, c'était d'échanger sur qui fait quoi dans le déprimage des céréales, comment. Et donc, ça a donné suite à 2 nouveaux essais, dont un que je vais présenter aujourd'hui avec les génisses. Et c'est une pratique pour détailler un petit peu plus, qui est basée surtout sur de l'observation et de l'opportunisme. Tu peux passer. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le déprimage? Donc, le déprimage, c'est l'action de faire pâturer les céréales au stade tallage par des animaux. À quel stade de la céréale on peut déprimer? Donc, voilà, là, il y a un petit schéma avec les différents stades de la céréale en face de vous. Et en gros, c'est entre le stade 5 et le stade 6 qu'on peut faire passer ces animaux dans la parcelle. Il faut faire attention à pas le faire trop tôt parce que sinon la plante elle est trop fragile. Elle aurait du mal à repartir après le passage des animaux. Et en plus, les feuilles, elles sont pas suffisamment développées pour pouvoir nourrir le troupeau. Et ensuite, il ne faut pas dépasser la montée des épis de tall secondaires. Donc ça, c'est vraiment le créneau. Donc c'est pour ça que c'est aussi une pratique qui se veut réactive. Il faut vraiment faire passer au bon moment. Au niveau du déprimage, historiquement, dans le Limousin, il semblerait qu'il y avait beaucoup de déprimage des céréales par les ovins. Et en fait, au sein du groupe défi, c'est justement par là que ça a commencé. C'est des éleveurs ovins qui faisaient passer leurs céréales, leurs animaux dans les céréales, mais c'était des ovins. Et suite à la journée dont je parlais précédemment, un des éleveurs du groupe, qui a un troupeau bovin, a voulu essayer avec des vaches. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter plus précisément. Et au niveau des retours d'expérience qui est ressorti de la rencontre qui a été faite en 2019, c'est que il faut faire vraiment attention à la portance des sols pour faire passer les animaux au bon moment, quand le sol est bien portant, qu'il n'a pas trop plu avant. Sinon, ça va tout tasser et ça va faire des dégâts. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas eu de gel non plus la veille, parce que ça va casser en fait aussi les céréales, de faire passer les animaux à ce moment-là. Et il y a un chargement à respecter qui est de l'ordre de 10 EUGB par hectare. Et de les faire passer sur une période de temps de 24 heures. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, le cas dont je vais vous parler plus en détail, c'est le cas de Bruno Vaillant, qui est agriculteur en Haute-Vienne et qui a une ferme en polyculture élevage sur une surface de 85 hectares. Il est en bio depuis 2-3 ans. Il est seul sur sa ferme. Il a des sols sablo-limoneux. Il a une 50aine de vaches limousines
Et à côté, il a des cultures. Les cultures, elles sont à la fois à destination de l'alimentation de son troupeau, mais de plus en plus, il cherche à diversifier ses cultures pour pouvoir diversifier ses débouchés et pas dépendre seulement de l'élevage. Donc, en parallèle, il réduit aussi la quantité de vaches qu'il a sur sa ferme. Et donc, ces réflexions-là, elles sont importantes au sein du groupe Défi. C'est un peu un tout. C'est d'essayer de diversifier sa rotation, d'essayer aussi de trouver des débouchés qui vont plutôt à destination de l'alimentation humaine. Donc, il fait partie des personnes qui pensent à la diversification. Donc, sa rotation à lui, c'est prairie, 5 à 6 années, puis maïs, puis métail, triticale, épeautre ou seigle, et puis métail. Mais bon, voilà, il cherche à diversifier. Et par exemple, cette année, il a introduit du tournesol dans sa rotation. Et à terme, il aimerait bien arrêter le maïs. Tu peux passer à la suivante. Donc, ce qu'il aime bien dire souvent, Bruno, quand il parle de cette pratique-là, c'est que c'est une pratique opportuniste. C'est aussi comme ça qu'il définit son système. Donc, dans sa rotation, elle n'est pas figée. Ça va vraiment être en fonction des opportunités. Si il a fait des observations sur sa parcelle, il va adapter sa rotation. Enfin, et sur cette pratique-là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il a l'opportunité dans l'année de faire passer son troupeau, il va le faire passer. Si jamais il peut pas parce que c'est pas le bon moment, qu'il a pas pu être réactif au moment où c'était le bon moment, et c'est pas grave, il la fait pas. Lui, ce qu'il attend de cette pratique, c'est de mieux faire taler ses céréales. C'est aussi de nourrir le troupeau qui est en transition entre l'hivernage et les premiers tours de pâturage. Donc, c'est aussi un petit laps de temps. En gros, la pratique, il essaye de la faire sur une quinzaine de jours. Et c'est en général fin de l'hiver. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de généralité vu que c'est vachement en fonction du contexte climatique de l'année aussi. Il en attend que ça rappuie le sol. Et aussi, une de ses observations, c'est que ça réduit la pression des bioagresseurs et que les vaches, elles mangent les feuilles malades souvent, et donc ça permet aussi de faire un peu de sélection sur la céréale. Comment il le met en œuvre au niveau du mot, comme je disais, c'est un peu autant prendre des animaux un peu légers, donc c'est géniste. On peut prendre type de la vie bovin. Le chargement instantané, comme je disais, c'est 10 GB par heure. Et en 2019, par exemple, Bruno, il a fait pâturer 7 limousines de 18 mois dans un 3,5 hectares avec une prairie de stationnement à départ. Il le fait surtout aussi pâturer parfois ses métailles. Il a du pois, du triticale, des l'épeautre. Et il ne fait pas que les légumes graissent après le déprimage. Au contraire, par exemple, j'ai dit que les pois, ils sont rigoureux déprimage. Mais voilà, pour les cas, il doit être portant et éviter de faire après gel. Au niveau de la date, aussi le contexte climatique, comme je disais, donc et pas après le gel, mais Salomé, je me permets juste de te couper 30 secondes.
Salomé, on t'entend J'ai très pas mal. entendu. Est-ce que tu aurais des applications ouvertes sur ton Et donc, ordinateur? dans son, le bon contexte céréales. Pour le dans le témoignage, il dit ça fait 2 ans que j'ai l'image des céréales. Cette année encore à questionner. Mes voisins m'ont appelé. Ouais. Oui. Non. Non, j'ai pas d'application ouverte. Vous m'entendez pas du tout? Salomé, si tu as moyen de te rapprocher de ton point de connexion, ce sera mieux, je pense. Allô? Et je crois que tu as un petit retard aussi de connexion. Donc, si tu as moyen de te rapprocher de ton point de connexion, ce sera mieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Salomé. C'est juste que tu as un petit retard de connexion. Alors, moi, je vous entends. Ah, je suis juste à côté. Ok, bah, est-ce que tu peux reprendre ta présentation? Il y a un autre ordi qui est connecté à moi. Salomé, est-ce que tu nous entends? Tu peux reprendre ta présentation si tu veux. Bon, je crois qu'on a perdu Salomé. Joseph, est-ce que tu te sentirais de prendre le relais sur ta présentation? Eh ben, allons-y. Vous m'entendez? Désolé, Vous me voyez désolé bien? pour les petits pépins techniques. Ouais, mais t'inquiète, au pire, on reprendra avec Salomé tout à l'heure. Je vais arrêter un instant le partage d'écran. Pour revenir un petit peu à la présentation de ton groupe, toi, tu es aussi ingénieur réseau défi et tu es aussi VAM des Marais Mouillés, si je ne me plante pas, et tu travailles avec un groupe d'agriculteurs des Deux-Sèvres. Et je crois que parmi vos objectifs de travail de groupe, il y a notamment la maîtrise des adventices en l'absence de levier chimique. Quand on pense à ça en grande culture, on pense quasiment tout de suite à des couverts végétaux qui ont le double effet et de diminuer en tout cas la levée des adventices et de les concurrencer dans leur développement. Et quand on pense à ces couverts végétaux, l'étape suivante, c'est parfois de réfléchir à leur valorisation. Et c'est pour ça que je vais te laisser la main avec Mathieu, parce qu'on a la chance que tu sois accompagné d'un de tes agriculteurs aujourd'hui pour présenter vos travaux. Si jamais vous voulez voir la totalité des travaux de Joseph et de son groupe, encore une fois, on vous met dans le lien du chat et de la description le lien vers la page que Joseph a rédigée et qui tient un jour avec les travaux. Je vais partager ta présentation dans 1 minute, Joseph, et puis je te laisse la main. Je vous laisse la main à tous les deux d'ailleurs. Très bien. Bonjour. Bon. Oui, Joseph, animateur du groupe Défi du CIVAM Plaine et Marais Mouillés. Moi, j'ai pris le groupe il y a maintenant 2 ans.
Et, et ben le représente 60 hectares, où la particularité dans le groupe, c'est qu'en fait, il fait pâturer ses couverts par ses brebis. Donc, j'ai fait aussi une petite vidéo avec Mathieu sur le sujet, qui se trouve du coup aussi sur ma page, et puis qui va être mis aussi sûrement dans le lien dans le chat. Donc je vais laisser, on a la chance d'avoir Mathieu, donc je vais le laisser présenter rapidement la ferme, et puis passer très rapidement à la pratique. Donc la ferme est située donc en plein cœur du marais Poitevin, donc le marais mouillé. Elle fait 160 hectares. On est 2 sur l'exploitation, donc en polyculture élevage, avec des ovins et de la volaille de chair en plein air. Donc on est en sol argilo-calcaire très superficiel à aérosol limité. Donc en gros, on est rentré en mauvaise terre, très petit potentiel. Donc mes parents avant moi avaient développé l'ACS, donc il n'y a pas eu de travail du sol sur l'exploitation depuis l'an 2000. Donc systématiquement on passe par la diversification des cultures, donc de la rotation, le non-travail du sol et la couverture permanente, donc la mise en place de couverts systématiques derrière la moissonneuse. Ce qui fait que moi, quand je me suis installé et que j'ai créé l'atelier au vin, en fait, la question s'est quasiment pas posée. Je les ai mis dans les couverts, quoi. Et donc voilà, on en reparlera tout un petit peu après. Donc l'exploitation, enfin, la partie ovine, c'est 350 brebis, donc ils sont en plein air toute l'année. Il n'y a aucun bâtiment. Donc, en gros, elle jongle avec 60 hectares de prairies et les couverts végétaux. Donc, ça va des couverts dits courts d'été aux couverts longs qui restent tout l'hiver. Peut-être passer à l'autre diapo, Ouais. rentrer dans le vif. Donc, en gros, le schéma classique d'une année pour les brebis, c'est que la récolte se fait donc à la moissonneuse au mois de juillet, début juillet. Dans les 24 heures, on sème un couvert. Donc, c'est en principe des couverts assez avec entre 5 et 8 variétés de plantes. Mais en fait, ça a assez un peu d'importance parce que la brebis mange tout. Donc, le couvert est semé donc mi-juillet et on met les brebis dedans à peu près au 15 septembre pour faire un semblant, enfin pour faire un flushing, parce qu'on est en cycle naturel pour la reproduction. Et donc, on met les béliers au 1er octobre. Donc, comme ça, ils ont 15 jours de flushing dans le couvert. Je vais expliquer le flushing rapidement. Le flushing, c'est juste pour faire un boost alimentaire pour qu'elles montent en chaleur plus facilement. Donc, on travaille tout en pâturage tournant dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont changées toutes les 24 à 48 heures. En fait, ça dépend beaucoup du volume du couvert et donc de la pluviométrie qu'il y a eu dans l'été. Si on a un couvert très faible, ben, elles vont avancer très vite, donc elles auront largement 1 hectare par jour pour les 300 brebis. Et si à l'inverse, on a un couvert très très dense, on peut aller jusqu'à presque 3 jours pour la même surface. Donc les années où il pleut, on a peu de travail, et les années où c'est sec, on a plus de travail parce qu'il faut les bouger tous les jours. Après, donc moi j'ai jamais eu de différence. Depuis mon installation, je fais toujours 96% de taux de prolificité, de remplissage, pardon. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà un peu l'idée. Donc ça c'est tout pour ce qui est du pâturage des couverts courts. Et après, quand on passe sur des couverts longs, et ben en fait nous on est dans un cycle où comme on est en 100% plein air, et en fait notre déficit alimentaire il est au mois de fin décembre, janvier.
Et donc, c'est à ce moment-là que les prairies ne poussent plus. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on les remet dans les couverts dits longs, donc ceux qui sont avant une culture de printemps. Et donc là, ça nous permet de passer l'hiver. Voilà, on peut passer à la diapo suivante sur un peu plus physiquement comment réussir ces couverts et un peu les mélanges dans le détail. Donc là, on a fait un très gros travail cette année là, avec notre groupe. Et donc, voilà, le résultat en gros de notre travail, c'est qu'il faut vraiment semer le plus tôt possible. Donc, on voit des différences entre le semis à 24 ou 48 heures quoi, derrière la moisson. Donc, il faut vraiment que le semoir arrive à suivre la moissonneuse. Semer le plus profond possible à 5-6 cm. Et puis mélanger beaucoup d'espèces de manière à ce que selon la météo de l'année, il y en a toujours qui fonctionneront pas. Après, oui, voilà, il y a d'autres spécifications comme gérer les pailles et essayer de faucher le plus court possible si on s'aime au semoir à dents ou plus haut au semoir à disque. Mais dans l'idée, quand même, le semoir à dents donne de meilleurs résultats. Voilà, est-ce qu'on parle spécifiquement des mélanges ou pas forcément, ouais. Moi, j'y pense. Je ne trouve pas qu'il y ait un intérêt. Ok. Et ben, on peut passer à la diapo suivante sur les avantages et les limites un peu de tout système. Ouais, l'avantage, c'est que on a de la bouffe en illimité, en fait. Ça, c'est assez confortable de pas presser de savoir comment on va nourrir nos bêtes. Et en plus de ça, on a les collègues voisins qui appellent pour dire qu'on peut aller pâturer tel couvert, etc. Puisque tout le monde sait que une brebis a cet avantage d'être assez légère et de n'esquinte pas le sol et mange le couvert. Donc, ça veut dire que notre collègue n'aura pas besoin de passer le broyeur pour après faire son travail. Donc, on a vraiment une sécurité alimentaire pour un coût dérisoire. Par rapport à ça, est-ce que tu peux préciser justement sur la destruction du couvert, toi, qu'est-ce que t'apportent les brebis? Est-ce que ça joue aussi sur la facilité de travailler avec le semoir? Est-ce que ça joue sur un peu le désherbage avant le semis de la prochaine culture? Alors, sur le passage du semoir, en fait, il faut se méfier parce que les semoirs de semis direct sont vraiment faits pour semer dans des couverts, donc dans de la végétation. Et donc, si on fait absolument manger tout le couvert aux brebis et qu'on a après des épisodes pluvieux, on peut avoir des problèmes pour réaliser nos semis. Il nous est déjà arrivé. Donc, en fait, on essaye de sortir les brebis avant qu'elles aient mis à ras le sol, quoi. Voilà. Ça permet aussi au couvert de repartir et de continuer à faire du biosol. C'est vraiment un tout. Et après, en termes de destruction, ça change pas grand-chose en fait parce que la brebis c'est une tondeuse et quand on la pousse, elle pousse. Donc voilà, par rapport aux graminées, j'ai même eu des problèmes sur certaines parcelles de brome parce qu'elles ont absolument fait exploser les bromes. Voilà, une brebis ça fait taler quoi. Donc il faut se méfier, oui, et voilà, je pense que chez quelqu'un qui est vraiment infesté de raies gras, il faudrait se méfier ou mettre des choses en place pour qu'elle ne fasse pas exploser carrément les raies gras. Il y a des petites limites au niveau ou de non-réussite découvert. Est-ce que c'est quelque chose qui remet en question la pratique? Ça ne remet pas en question parce qu'on a toujours réussi à faire le tour, comme ça fait 3 ans maintenant qu'on sème vraiment derrière la moissonneuse. Même l'année dernière où on a eu avec la sécheresse monumentale, on a réussi à avoir un couvert et à nourrir tout le monde pour faire notre flushing et notre production. Et par contre, oui, l'année dernière, elle mangeait 1,5 hectare par jour, quoi. Donc en termes de clôture de clôture, et ça fait plus de boulot. Alors on est équipé, hein, on pose la clôture au quad, donc ça se fait relativement vite, mais voilà, quand on pose une clôture pour 3 jours ou pour 1 jour, c'est 1 ou 3 fois plus de travail.
Voilà, je sais pas, je pense qu'on peut laisser la place aux questions peut-être. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Ce qu'on vous propose, comme on a eu le petit problème technique avec Salomé, c'est de changer un petit peu le déroulé du webinaire. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est la laisser terminer sa présentation et puis on va dire que les questions-réponses seront mélangées pour nos trois intervenants intervenantes, si ça vous va. Ça vous va, Joseph et Mathieu? Toi le mettre à bord. Top. Et ben, on va faire comme ça. Salomé, je te laisse réactiver ton son et je vais repartager ta présentation. Ouais, je partage pas ma vidéo pour que ça aille mieux peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Allez, Ok. je repartage ta présentation et je te laisse reprendre la main sur ce que tu voulais terminer de nous raconter sur les travaux avec les agriculteurs, sur le Nickel. déprimage des céréales cette fois-ci. Super, merci beaucoup. Hop, alors, donc j'en étais au témoignage de Bruno sur cette pratique. Donc lui, il dit que ça fait 3-4 ans qu'il essaye de déprimer les céréales, qu'on le questionne beaucoup, que ses voisins l'appellent pour dire que ses vaches sont sorties dans les céréales. Parce que voilà, c'est une pratique qui n'existe pas dans le territoire et personne ne connaît trop. Donc, c'est vraiment un essai qu'il essaye de faire. Pour l'instant, il en est content et il dit, moi, je fais déprimer pour faire taler, enlever la battance au printemps, enlever les adventices et les feuilles jaunes malades, car les vaches les mangent. Ça me permet aussi de réguler la densité de la culture dans les bouts de parcelles qui ont été sursemés. Grâce à ça, mon lot de génie s'est nourri pendant 15 jours et ça remplace le roulage au printemps avec une méthode simple et sans fioul. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc, au niveau des avantages, donc comme il dit dans ce témoignage-là, ça permet d'améliorer le talage des céréales et la densité de la culture. Ça permet de rappuyer le sol en fin d'hiver. Ça réduit la pression des bioagresseurs. Ça apporte de la fertilisation. C'est une ressource fourragère pour le troupeau et ça remplace un ou plusieurs passages d'outils. Les limites, c'est qu'il faut être réactif, faut être disponible au moment où les conditions sont optimales. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où juste il n'est pas disponible et il a déjà beaucoup de choses à gérer sur sa ferme et donc il ne le fait pas. Faut avoir un sol portant. Ça retarde un peu la récolte de la céréale à 1 semaine, mais ce qu'il dit, c'est que c'est pas plus mal parce que lui, il est en cuma et donc pour moissonner, comme ça tombe pas en même temps que tout le monde. Et au niveau de la ressource fourragère, ça permet de nourrir le troupeau sur 15 jours, mais finalement pas beaucoup plus. Donc c'est limité l'avantage que je présentais avant. Tu peux passer à la diapo suivante. Ensuite, le lien avec la réduction des phytos. Donc, comme je disais, Bruno, il a un système assez opportuniste et sur l'observation. Donc, c'est un tout, son système. Et voilà, parfois, il y a des petites pratiques en plus qui rentrent dedans. Mais voilà, il est déjà en bio. Donc, au niveau de la réduction des phytos, ça n'a pas un impact direct. Quand il a commencé à faire cette pratique-là, il était déjà en conversion. En fait, dans le groupe, on a surtout des personnes qui sont en bio qui ont testé cette pratique-là. Donc, c'est difficile de faire le parallèle avec des systèmes qui utilisent des produits phyto. Mais voilà, de ce que lui, il en a observé, c'est que ça réduit la pression des bioagresseurs. Donc, ça, c'est un plus. Il dit aussi que ça réduit la pression des adventices parce qu'il y a certaines adventices qui sont mangées par les animaux. Ensuite, le passage des animaux, ça pourrait permettre de limiter les phytos parce qu'on ne va pas passer des phytos au moment où il y a des animaux sur la parcelle. Mais toutes ces hypothèses-là, il n'y a rien de prouvé vu que dans le groupe, il n'y a personne qui l'a testé en conventionnel. Donc voilà, c'est vraiment un essai qu'il fait parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter des nouvelles choses et ça lui permet aussi d'observer beaucoup sa parcelle. Donc ça aussi, c'est un plus, c'est que ça
le force aussi à aller souvent sur ces parcelles pour voir comment ça va, si c'est le bon moment de faire passer ces animaux et puis du coup d'observer comment vont ces terres. Donc voilà, merci pour l'écoute et puis désolé pour les petits problèmes techniques. Merci Salomé. Juste avant de passer aux questions-réponses, juste avant de passer à ça, on voulait déjà vous rappeler que vous retrouverez donc toutes les productions de nos intervenants et intervenantes dans les liens du chat et de la description. Et puis, on voulait prendre une petite minute pendant que vous posez vos questions pour faire un lien entre ces pratiques qui viennent de nous présenter et les résultats à échelle nationale du réseau Défi. Je voulais vous partager quelques résultats. Comme vous le savez, comme vous l'a dit Virginie en fait au début de la présentation, quand une ferme entre dans le réseau Défi, on prend le temps de collecter les pratiques et les itinéraires culturaux sur cette ferme et on prend le temps de les compiler à échelle nationale. Maintenant, si jamais on sépare un petit peu ces résultats entre deux situations de production, à savoir grande culture ou polyculture élevage, on remarque qu'il y a une différence assez importante dès l'entrée dans le réseau en termes de niveau de traitement. Les systèmes en polyculture élevage utilisent beaucoup moins de traitements phyto que les systèmes en grande culture pure. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer ça. Déjà, à commencer par le fait qu'en polyculture élevage, il y a l'introduction dans la rotation de cultures qui ne demandent pas de phyto, et donc qui viennent diluer le niveau de traitement global de l'exploitation. Et puis, il y a aussi le fait que l'introduction de ces cultures, qui sont particulièrement rustiques, particulièrement étouffantes et qui cassent le cycle des bioagresseurs, permet parfois de se passer de phyto sur les cultures suivantes. On a un effet précédent. Mais ce qu'on remarque en plus, c'est que ces leviers, quand ils sont mobilisés et adaptés dans le temps, permettent encore une diminution des niveaux de traitement quand les fermes qui sont engagées dans le réseau travaillent dessus, permettent encore une diminution du niveau de traitement. C'est ce qu'on voit sur les fermes de polyculture élevage qui arrivent sur la durée à diminuer d'à peu près 30% leur niveau de traitement, contrairement au système de grande culture pure qui, eux, diminuent d'un peu plus de 20% leur niveau de traitement. Et en fait, c'était ce lien-là qu'on voulait absolument mettre en exergue en fait, sur ce premier webinaire. C'est que ce lien entre entre des cultures et des systèmes d'élevage à très faible niveau d'intrants permet de construire des systèmes qui utilisent très très peu de phyto. Pour nous, ça semblait en tout cas être un levier important à mettre en évidence quand on sait que l'objectif européen de réduction des phytos est d'un moins 50% à échelle 2030. Maintenant que vous avez, je crois, pu poser vos questions aux intervenants, on va leur laisser la parole pour répondre à vos questions. On a une première question de Baptiste qui s'adresse, je pense, plus à Salomé. Par quel mécanisme le déprimage des céréales peut-il réduire la pression des bioagresseurs? Salomé, si tu nous entends, tu peux réactiver ton micro pour répondre à Baptiste. Oui, vous m'entendez? Yes, c'est bon. Alors, j'ai plus une réponse à faire au niveau des ravageurs. C'est que le passage des bovins, il peut déranger les rats, les taupets, les limaces par la vibration sur les sols. Et donc, ça limite la pression des ravageurs. Et après, Baptiste, si jamais tu veux creuser la question, je crois qu'il y a le projet POSIF, donc de complémentarité aux vins culture en Île-de-France, qui a étudié un petit peu cette question, avec notamment les indices de septoriose entre les parcelles où les ovins étaient potentiellement passés déprimer les céréales ou pas. Donc là-dessus, il y a un petit peu de documents quand ils consomment les bouts de feuilles qui sont en fait contaminés. On a une deuxième question de Jean-François qui cette fois-ci sera plutôt pour Joseph et Mathieu. Comment se négocie le passage des brebis sur des parcelles d'autres agriculteurs? Est-ce que c'est un passage gratuit ou est-ce qu'il y a une prise en charge de la semence ou est-ce qu'il y a d'autres modalités? Oui. Eux, ils ont les crottes des brebis et moi, j'ai à manger. Et eux, ils n'ont pas besoin de passer le broyeur. Donc, ça me paraît le système équitable. Après, il se fait de tout en France. A priori, il y a des gens qui payent les gens pour les éleveurs. Il y a des éleveurs qui payent pour aller sur les couverts. Il y a absolument tout qui se fait. Moi, ça me paraît vraiment équitable d'être juste comme ça. Tout le monde est gagnant-gagnant, quoi.
Donc, niveau des semences, ce que je comprends, c'est que c'est le céréalier qui choisit lui-même sa semence, ou est-ce qu'il prend Ouais, un c'est temps lui qui. pour en discuter un peu avec toi, ou tu profites de ce qu'il a et point barre? Oui, moi je profite de ce qu'il a, oui, en principe. Ouais. Mais de toute façon, la brebis mange tout, hein. Après, moi je travaille avec des brebis très rustiques, mais tout ce qu'on peut semer en couvert d'été, elle mangera tout. Est-ce qu'il y a peut-être quelques points de précaution sur des variétés, enfin sur des espèces qui peuvent être photosensibilisantes ou qui en pur seraient pas forcément très intéressantes du point de vue nutritionnel? Alors en pur, c'est sûr, il y a par exemple le sarrasin qui fait des ingestions au brebis, oui, mais normalement le principe d'un couvert, c'est que c'est un mélange. Et donc à partir du moment où c'est un mélange, si la brebis n'aime pas, elle ne le mange pas. Et, et donc ça s'équilibre. Entendu. Ben, merci beaucoup. On a une deuxième question qui sera, je crois, cette fois-ci aussi pour Mathieu et Joseph. Une troisième question, pardon. Quel intérêt de semer Est-ce qu'il y a un intérêt à semer plus précocement le métail pour avoir plus de volume à pâturer? Alors, je ne sais pas si c'est pour moi, parce que je pâture pas mon métail, moi je pâture des couverts d'hiver. Et en fait, ben, les couverts d'hiver, je les sème en même temps que mon couvert d'été. Et après le passage des brebis, ils repartent. Donc voilà. Après, le risque, si moi je viens pâturer plus tôt, et donc ce qui équivaut à un semis très en avance, c'est qu'on risque d'avoir de la maladie et des insectes dans tout ce qui est graminé et que les animaux ne mangent pas, je pense. Merci beaucoup. Et je crois que cette question, en fait, s'appliquait autant ou peut-être même plus à Salomé d'ailleurs. Est-ce que tu peux la reposer, s'il te plaît? L'intérêt de semer plus précocement le métail, est-ce qu'il y a un volume supplémentaire à pâturer? On imagine qu'on gagne quelques degrés jour en fait quand on sème le métail plus précocement. Je pense pas qu'il y ait vraiment de lien entre les deux, en fait. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été détaillé par Bruno qui met en œuvre la pratique. Entendu. Et une deuxième question, du coup, c'est alors là, je crois pour le coup que c'est Mathieu qui a parlé du semis au semoir à dents découvert, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Donc du coup, quel semoir à dents et est-ce qu'il y a une supériorité en termes de taux de levée par rapport au semoir à disque? On a une question de Patrick Huot là-dessus. Alors, c'est semoir à dents fabrication maison, mais c'est un type jamais, donc c'est une dent fine de 1 centimètre avec grand dégagement. Euh, et l'intérêt, c'est que avec le semoir à disque, on a tendance à enfouir les brins de paille. Et dès qu'il y a un peu d'humidité qui revient, la paille se redresse et ressort la graine à la lumière. Alors que semoir à dents, on peut vraiment mettre notre graine en profondeur, vraiment aller à 5 centimètres et on fait un meilleur travail, quoi. Et on fait un peu plus de terre fine l'été. Donc on a de bien meilleurs résultats. Merci beaucoup. Il y a Émeric Emonet qui a participé au projet Possif qui a rajouté un petit peu de documentation qui a rajouté un peu de documentation dans la partie questions-réponses. Et je crois qu'on arrive au bout des questions pour nos intervenants, à moins qu'il y en ait. Non, c'est Patrick qui vous remercie. Je crois qu'on arrive au bout des questions pour nos intervenants et intervenantes. En tout cas, on tenait à vous remercier d'avoir participé à ce premier webinaire de la série des webinaires Défi Ferme qui a, comment dire, essuyé les plâtres de quelques essais techniques, de petites coquilles techniques. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. On vous rappelle qu'on vous renverra le lien du replay, sous peu pour pouvoir le revisionner. Et éventuellement, si vous avez des questions et si vous voulez les poser à nos intervenants intervenantes, vous retrouverez pareil dans les descriptions du replay le lien vers les pages des présentateurs où il y a leurs contacts, souvent qu'ils mettent à jour eux-mêmes. Donc vous pourrez les recontacter à cette adresse-là pour les questionner.